Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités cette semaine-ci, notamment le fait que Microsoft voudrait arrêter le fait que les PC soient vendus avec des disques durs, ou plutôt avec des disques durs pour démarrer le système. Nous avons Dell qui a fait un concurrent à la Surface Pro sous forme d'XPS. Nous avons aussi des news au niveau carte graphique chez Intel, ça c'est plutôt intéressant. Des news au niveau processeur chez AMD et d'autres en tout genre. Vous avez une table de matière dans la description. Sautez vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Le premier sujet de la semaine, c'est que quand vous regardez cette vidéo, je ne suis pas encore en vacances. Et le lendemain, je serai en vacances. Donc, pendant 2 semaines, normalement, vous devriez avoir des TechSama Show, mais c'est possible qu'il y ait des perturbations. Et surtout, la plus grosse perturbation, c'est que j'aurai pas le même arrière-plan habituel. Donc, ne soyez pas étonnés. Et on verra bien ce que ça donnera, ma foi. Maintenant, passons à la première news. Comme je l'ai dit dans l'introduction, Microsoft voudrait forcer tous les constructeurs de PC à mettre par défaut un SSD dans les PC pour faire démarrer le système. C'est quelque chose, au final, qui, en réalité, est pratiquement déjà présent. Si vous regardez même des ordinateurs vendus 400 €, 500 €, on commence à avoir tous des SSD pour démarrer le système. Certains des fois ont un disque dur en plus pour le stockage, c'est pas rare. Mais ici, Microsoft voudrait forcer tous les constructeurs, en tout cas, à toujours inclure un SSD. Maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire aussi pour la mémoire eEMC, qui est des petites puces mémoire qui sont plus faites pour normalement les smartphones qui sont mis dans des tablettes pas chères Windows. Donc ça aussi, à voir si c'est influencé par ça, parce que la mémoire eEMC est beaucoup plus lente qu'un SSD, donc ça pourrait changer les choses. Pourquoi du coup Microsoft fait ça? Tout simplement parce que les disques durs, supporter les disques durs pour leur système d'exploitation, en tout cas pour le démarrage et tout ça, leur système d'exploitation, ça devient certainement très embêtant, parce que les disques durs sont beaucoup plus lents, on peut moins faire de choses intéressantes avec. Du coup, s'ils pouvaient garantir, ok, tous les gens qui sont sur Windows 11, tel update, ont tous des SSD pour démarrer le système, eh bien on sait qu'on peut faire des choses comme accéder à pas mal de fichiers en même temps. Ils peuvent se permettre d'être un petit peu plus... d'utiliser un peu plus lourdement le SSD, ce qui ne ferait pas de mal, hein. Ça rendrait le système plus rapide et tout ça normalement. Je suppose que déjà le système, certainement, et c'est le cas, vous pouvez le tester, hein, quand vous démarrez un système avec un SSD, tire déjà pleinement parti d'un SSD, mais là on pourrait voir une amélioration des performances encore un petit peu plus loin. Maintenant, ça ne veut pas dire, et vous verrez certainement beaucoup de publications qui disent la fin des disques durs. Bon, en réalité, les disques durs sont sur la pente raide, on peut le dire clairement. Mais ici, ça ne signe pas la fin directement des disques durs. C'est juste que si vous voulez un disque dur, ce sera votre disque secondaire ou tertiaire ou quadruciaire. Ça ne se dit pas ça. Donc, yep. Pas la fin des disques durs, mais la fin des disques durs est quand même proche pour d'autres raisons. Pour la simple et bonne raison, notamment que les SSD sont de moins en moins chers et qu'il y en a de plus en plus. Et que les disques durs ne changent pas beaucoup. Oui, on a plus d'espace dessus, mais est-ce qu'ils ont vraiment baissé de prix ces derniers temps? Pas l'impression. Donc, à mon avis, les disques durs, on va continuer de les utiliser sur serveur, dans nos petits serveurs de fichiers et tout ça, et puis après, bye bye. Ensuite, pour la prochaine news, nous avons Dell qui a sorti un XPS 13 pouces 2 en 1, qui est basiquement une Surface Pro. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que le marché des Surface Pro, genre, les Surface Pro, c'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même intéressant. Moi qui suis adorateur de tablettes, j'aime plutôt ça. Je n'ai jamais eu toutefois de Surface Pro parce qu'elle coûte vraiment cher. Du coup, avoir plus de concurrence sur le marché ne fera pas de mal. Après, ça reste Dell, donc surtout c'est la gamme XPS. Ne vous attendez pas à des prix meilleurs que Microsoft, soyons honnêtes. Après, je pense que l'avantage de Dell, c'est qu'ils apporteront peut-être des fonctionnalités que n'ont pas Microsoft. Ils iront un petit peu plus loin là-dessus, donc ça devrait être plutôt cool. Vous avez toutefois d'autres marques qui font des équivalents de Surface Pro. Vous auriez notamment Asus, qui a une Surface Pro, si je me souviens bien. Elle est même moins chère que celle de Microsoft et un excellent écran OLED, si je me souviens bien. Il faudrait que je revoie le modèle exact, mais peut-être je devrais la tester. Ça devrait m'intéresser, ça. Et puis vous avez évidemment, du côté d'Apple, vous pourriez avoir l'iPad, considéré comme un concurrent de la Surface Pro, même si c'est pas exactement la même chose. Après, avec la prochaine mise à jour d'iPadOS, ça pourrait être pratiquement la même chose en vrai. Et sinon, c'est à peu près tout, il me semble, en termes de constructeurs qui font vraiment... Non, il y a Samsung aussi, mais il coûte très cher chez Samsung aussi, donc ouais. Basiquement, ça coûte cher chez tout le monde, donc... Et ça coûtera très cher chez Dell. Mais bon,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Dell a quand même des idées de design souvent intéressantes. Pas toujours les meilleures, mais souvent intéressantes. Donc là, ils ont notamment ce système de clavier qu'ils ont introduit sur aussi un autre Dell XPS 13 pouces, qui aura été pas mal. Et du coup, ça donne un design très clean, avec pas mal d'espace aussi pour taper, et quand même un assez gros trackpad. Vous voyez que la caméra aussi à l'arrière ressort. Pourquoi il y a une caméra à l'arrière? C'est pas pour prendre des photos du mariage de votre cousin ou je ne sais quoi, même s'il y en a qui le font, avec les iPads notamment. C'est pour scanner des documents, bien souvent. Beaucoup de gens utilisent la caméra de leur tablette pour scanner des documents. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a une. Parce que vous n'allez pas scanner avec la caméra selfie parce que vous ne voyez pas ce que vous faites. Donc, vous scannez avec une caméra à l'arrière. Par contre, là, elle dépasse un petit peu. Et vous voyez qu'il y a un petit slot prévu dans le couvert ici. Donc, je suppose que c'est pour que ça dépasse de la protection pour que la caméra ait toujours une vue dégagée. Ce serait logique. Et sinon, il n'y a pas vraiment plus à dire. Ça utilisera du coup les derniers processeurs Alder Lake. Par contre, ça c'est très intéressant parce que l'un des problèmes des surfaces, si vous avez déjà regardé à vouloir en acheter une, c'est que Microsoft est ultra à la traîne. Microsoft, ils sont en mode « Oh, on va sortir un produit. Oh, il y a des nouveaux processeurs qui sont sortis le mois d'avant. Oh, c'est pas grave, on va utiliser ceux de l'année dernière. » Du coup, si vous regardez toutes les Surface Pro actuelles, ainsi que la Surface... le Surface Laptop Studio, qui est leur nouveau laptop tactile et tout ça, ils sont sur l'ancienne génération de processeurs, du coup ils sont pas si intéressants que ça, alors que tout le monde est sur Alder Lake qui est beaucoup plus puissant évidemment. Et là c'est le cas de cette Dell XPS 13 en 1, non 13 en 1, c'est Dell XPS 13 2 en 1 qui a un Core i7 12050U. Et du coup, c'est un processeur pour information, 2 cœurs haute performance et 8 cœurs haute efficacité énergétique. C'est parfait pour ce genre d'appareil. Maintenant, ce qui sera encore plus parfait, c'est que Microsoft tire pleinement parti de ces cœurs haute efficacité énergétique. Parce que je peux vous le dire que pour le moment, Windows, il s'en bat les steaks de ces cœurs haute efficacité énergétique. Il faut installer genre des programmes comme Process Lasso ou autre chose pour vraiment en tirer parti. Ce qui est fort dommage parce que c'est censé être l'avantage. J'en parle parce que c'est maintenant, j'ai eu maintenant plusieurs laptops avec des processeurs Alder Lake et c'est toujours la même blague. Il n'y en a aucun qui utilise pleinement les cœurs haute efficacité énergétique et du coup, ils consomment énormément en batterie des fois, genre beaucoup. Parce que les cœurs haute performance d'Alder Lake, qui sont très performants, hein, consomment énormément d'énergie aussi. Donc, pas idéal. Donc bref, Microsoft, si vous regardez, mettez à jour déjà vos Surface Pro avec les derniers processeurs. Et s'il vous plaît, supportez pleinement les cœurs haute efficacité énergétique. Merci. Ensuite, on passe à un sujet totalement différent ici avec le Galaxy Z Flip 4 qui a leaké un petit peu. Ils sont prévus pour normalement cet été-ci avec aussi la Galaxy... Comment elle s'appelle déjà? Celui qui se plie en deux. Le Flip se plie en deux mais dans l'autre sens. Donc celui qui se plie en deux horizontalement, je ne sais plus le nom. Bref. Le Flip, c'est celui qui se plie verticalement, donc il fait plus comme ça. Comme les anciens téléphones, basiquement. Et du coup, nous avons un leak du design, comme vous pouvez voir. Et il y a des trucs plutôt intéressants, notamment la coupure en plein milieu de l'écran, quand vous le pliez, est beaucoup moins visible sur cette version-là. On voit aussi un petit peu le design. Et ben, j'ai hâte de voir, honnêtement, ce que ça donne. Parce que c'est selon moi le futur, les téléphones pliables, vraiment. C'est juste que ce futur va prendre un petit peu de temps à arriver. Déjà, il faut que les prix baissent. Il faut aussi que la technologie s'améliore pour que l'écran ne soit pas genre en pratiquement full plastique et du coup, ce soit très facile de le casser, de laisser plein de traces. Et dès que vous avez amélioré ces deux trucs-là, honnêtement, moi, ça m'intéresserait. Peut-être que mon prochain téléphone sera un smartphone pliable. Bon, j'ai changé cette année-ci, donc je vais encore attendre. Mais peut-être dans 2 ans, 3 ans, on verra bien. En attendant, si on a des leaks maintenant, ça veut dire que ces smartphones arrivent bientôt. Donc j'ai hâte de voir aussi ce que ça donne. Après, il y a toujours des problèmes avec ce format-là, en tout cas du Z Flip, si vous êtes intéressé. La batterie est vraiment basse. En plus, Samsung offre seulement 25 watts de charge. Ah oui, c'est le Z Fold. C'est le Z Fold d'ailleurs, celui qui se plie horizontalement, genre comme ça. Comme un papillon. Ils ont déjà fait des images de papillon d'ailleurs. On verra bien ce que ça donnera. Ça devrait être en Note, si je ne m'abuse. C'est souvent en Note qu'ils sortent. Ensuite, on a une autre news qui concerne Samsung avec une annonce d'écran ici. Donc, c'est totalement différent des smartphones. Où ils ont annoncé le Odyssey Neo G8
qui est un écran 4K, 32 pouces, 240 Hz. C'est beaucoup de Hz. Alors, pour atteindre 240 Hz, vous devez bien vous douter que, en réalité, il y a des sacrifices, forcément, parce qu'il n'y a aucun câble à l'heure actuelle qui supporte 240 Hz en 4K. Donc, ça utilisera certainement de la compression d'image à travers le câble, ce qui n'est pas forcément une hyper mauvaise chose. Ça va encore. Le reste des specs de cet écran sont monstrueuses. Ça utilise des mini LED, des mêmes quantum mini LED, des mini LED quantiques. Si vous regardez votre écran, l'état de votre écran va changer parce que vous l'avez observé. C'est fantastique. Enfin bref. Du coup, cet écran a notamment le support pour... il peut monter jusqu'à 2000 nits. Voilà, il a le support pour le Quantum HDR. C'est un truc inventé par Samsung, donc ça ne veut rien dire. Ça peut supporter jusqu'à 2000 nits de brightness maximum. Pour information, déjà, si vous avez du 1000 nits, très bon pour l'HDR. Donc 2000, c'est... la plupart même des grosses TV OLED n'arrivent pas forcément à maintenir au-dessus de 1000 nits. Donc c'est pour dire. Et pourtant, elles ont déjà des très bonnes images. Et la plupart des laptops que vous avez, c'est 250 à 450 nits de brightness maximum. Juste pour vous resituer. Du coup, c'est énorme, franchement. C'est vraiment énorme. Il y a toutefois une version un peu plus raisonnable, qui est le Odyssey Neo G7, avec ses magnifiques oreilles de chat. Regardez les oreilles de chat, l'autre ne les a pas. Il faut acheter la version avec les oreilles de chat. Et vous prenez un pied vaisselle, vous le mettez dans l'autre sens, comme ça, les oreilles de chat sont comme des vraies oreilles de chat. Ne faites pas ça, parce que techniquement, l'écran se rafraîchit depuis le haut, en haut à gauche, donc vous pourriez avoir des drôles de trucs des fois si vous le mettez dans l'autre sens. Réellement, le fait que vous le retournez, vous allez devoir le retourner dans Windows, ça peut poser des problèmes. Donc, évitez de le faire. Dans tous les cas, c'est un écran 32 pouces, 4K, avec toujours une dalle d'ailleurs 1000R, donc c'est assez bien courbé. Plus le chiffre est petit, plus la courbure est importante, pour information. Donc c'est tout comme l'autre, sauf que là, vous avez un écran VA avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Toutefois, si je me souviens bien, c'est quand même une bonne dalle VA parce qu'elle supporte une assez bonne brightness. Ils n'ont pas indiqué en réalité. What the fuck? Il me semblait qu'il avait indiqué. Les dalles VA peuvent monter jusqu'à 1000 nits toutefois, donc c'est tout à fait possible qu'ils aient mis quand même une bonne dalle derrière. Non, en réalité, il a bien les 2000... Non, il a le Quantum HDR à 2000 nits. Donc je suppose que ça doit utiliser le même genre d'écran que le Odyssey Neo G9, celui qui était de 49 pouces. Il avait aussi une dalle VA comme ça, donc à mon avis c'est ça. Parce que les mini LED coûtent beaucoup plus cher. Les mini LED sont de meilleure qualité toutefois. Dans tous les cas, le dernier, lui, c'est un écran Full HD, beaucoup moins lumineux. Enfin, en réalité, quand vous regardez juste la luminosité de base, elle a l'air moindre, mais évidemment, ça peut piquer plus haut. Ici, il supporte seulement l'HDR10. C'est un écran Full HD 240 Hz. Honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont créé celui-là. Pourquoi ils n'ont pas fait un écran 1440p plutôt? Ça aurait été beaucoup plus logique. Pourquoi du 1080p? Je comprends pas trop. Ouais, il y a de la place pour un écran 1080p, mais genre, ce serait un G... Bah là, c'est le G4, ce serait un G2 par exemple. Ce serait plus logique. Donc, ouais, je sais pas trop. Et sinon, au niveau des entrées, comme vous pouvez voir, vous avez bien l'HDMI 2.1 sur les deux autres écrans, ce qui vous donnera le meilleur taux, la meilleure bande passante pour faire passer vraiment 120 Hz sans aucune compression sur les deux écrans. Mais si vous voulez monter au-dessus de 120 Hz, vous allez devoir utiliser de la compression. Donc, tenez-en en compte. Ensuite, on a une news au niveau d'Intel et une news qui concerne aussi leur dernier GPU et notamment le A730M, qui est l'un des plus gros GPU qu'on pourra trouver sur mobile de la part d'Intel. Donc ici, ça a été testé dans un ordinateur portable forcément, versus une RTX 3060. Ils ont mis M, mais c'est une RTX 3060 techniquement. Et alors, on ne sait pas trop le wattage de la 3060, tenez-en compte. Donc ça pourrait influencer en réalité pas mal le benchmark. Parce que vous avez des RTX 3060 qui tournent à 60 watts, comme vous en avez qui tournent à 130 watts. Donc ça peut tout changer au niveau performance. Dans tous les cas, on a quand même des chiffres de performance pour cette A730M qui en réalité se débrouille pas mal. Donc ça, c'est l'avantage de la 3060 par rapport à la A730M. Et comme vous pouvez voir, dans certains benchmarks, elles sont équivalentes. Dans d'autres benchmarks, la 3060M voilà, fait beaucoup mieux. Mais vous avez des benchmarks où c'est pas très loin en fait.
Donc si Intel a réellement une carte graphique mobile aussi performante qu'une RTX 3060, c'est pas mal. Après, évidemment, s'ils la mettent dans un ordinateur à 2000 €, ce serait ridicule. Hein. Là, c'est pour des ordinateurs à 1000-1500 € maximum. Ils ont aussi normalement un autre modèle encore au-dessus de ça, pour ceux qui se demandent, donc ne vous inquiétez pas. Il y a certainement un modèle qui va concurrencer ici la RTX 3070. Mais bon, apparemment, enfin, ça prend un petit peu de temps à arriver à ces cartes graphiques Intel, donc je sais pas trop ce qu'ils ont ici, mais j'espère qu'on en verra plus très prochainement, parce que ça fait pas de mal d'avoir plus d'acteurs sur le marché. Ensuite, en parlant de plus d'acteurs sur le marché, vous avez plus de jeux qui supportent maintenant AMD Fidelity FX Super Résolution 2.0. Donc on parle ici de FSR 2.0, pas la première version, qui maintenant est supportée dans 19 jeux. Et vous avez des nouveaux jeux qui ont été annoncés, notamment Abyss World, Hitman 3, Rescue Party Live, Super People et The Callisto Protocol. Pas beaucoup de jeux très connus en réalité. Dans les jeux toutefois très connus, vous avez EVE Online, vous avez Microsoft Flight Simulator, vous avez Farming Simulator 2022, ce qui aide pas mal, le God of War aussi, et Deathloop aussi, qui a fait pas mal parler de lui, parce que c'était l'un des premiers jeux qui le supportait. Donc c'est quand même une bonne liste confortable de jeux. Personnellement, j'espère que plus de développeurs vont rajouter le support d'FSR, parce que, premièrement, si vous êtes développeur, vous rajoutez le support d'FSR, vous supportez la plupart des cartes graphiques sorties lors des 5, même plus en réalité, 5, 6, même 6 dernières années. Donc vous supportez toutes les GTX 1000, les GTX 1600, les RTX 2000, RTX 3000. Vous supportez toutes les cartes graphiques d'AMD jusqu'au RX 580 et 570 et tout ça. Et du coup, vous supportez un énorme parc de cartes graphiques, vraiment, et de PC gaming. Et l'avantage, c'est que apparemment, et beaucoup de développeurs l'avaient dit qu'il y avait mis FSR 2.0, en tout cas FSR à l'époque, c'est que l'ajouter dans un jeu n'est pas si compliqué que ça en réalité. Évidemment, pour certains jeux, peut-être AAA, ça prendrait un petit peu plus de temps, le temps qu'ils le testent et tout ça, et qu'ils l'ajustent et tout, mais honnêtement, je pense que ça vaut la peine. Quand vous voyez une technologie pareille, que vous pouvez supporter un tel parc, parce que c'est toujours la question, c'est toujours ça que les développeurs pèsent le pour et le contre, ils sont en mode, ok, les gars, on a X autant d'argent, on peut pas rajouter toutes les fonctionnalités qu'on veut. On pourrait rajouter le RTX, mais il y a 5% des gens qui peuvent en profiter. Ça vaut pas la peine. Par contre, on a cette technologie, FSR, supportée par certainement, à mon avis, 60% des PC gamers. Là, ça vaut totalement la peine. Ça va booster les performances et ça va leur permettre de peut-être satisfaire encore plus le client. Parce que si les performances sont boostées, ben, les gens se plaignent moins peut-être de problèmes de performance dans certains jeux. Donc Flight Simulator par exemple en profite pas mal. Donc yep, je pense que si vous êtes développeur, vous devriez vraiment considérer FSR. DLSS c'est différent parce que DLSS, si vous supportez DLSS, vous supportez seulement les RTX 2000 et les RTX 3000. C'est pas beaucoup de cartes graphiques en réalité. Genre c'est clairement pas la majorité du parc de PC gaming. Donc là ça coûte cher pour pas forcément supporter beaucoup de PC. Donc, yep. Et c'est apparemment plus compliqué de rajouter des LSS. Donc, ma foi, on verra bien ce que ça donnera. Mais moi, je parie pour que FSR, honnêtement, soit la technologie qui finisse par gagner avec le temps. Même si Nvidia a beaucoup de pouvoir avec DLSS, évidemment. En parlant d'Nvidia, d'ailleurs, nous avons là, malheureusement, je sais, il y en a qui attendaient pour se jeter dessus pour l'acheter. Nous avons la GTX 1630 qui a été retardée. C'est fort dommage, c'est fort dommage. Mais elle arrivera très bientôt et vous pourrez profiter de magnifiques gameplays en 720p grâce à cette carte graphique. Et nous avons aussi les RTX 4000 qui ont été décalées. Mais ça, on avait déjà vu un petit peu qu'elles étaient décalées. Donc apparemment, vous avez des dates d'embargo qui auraient leaké. En particulier sur la GTX 1630, c'est pour ça qu'ils savent qu'elle arrivera plus tard. Donc normalement, elle devait arriver... elle devait être annoncée au 31 mai apparemment. Yep. Mais elle arrivera plus tard, to be announced, comme vous pouvez voir. Et puis les RTX 4000, c'est la même chose. Ça, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Normalement, la 4090 devait arriver en août, mais finalement, elle va arriver en septembre. La 4080 devait arriver en septembre, elle va arriver en octobre. Et la 4070 devait arriver en octobre, elle va arriver en novembre. Donc, yep, tout est décalé. Yay. Donc, au final, je vous avais dit, hein. Je vous avais dit, pas avant septembre. J'avais raison. J'avais raison. Bon, c'est juste...
un leak, donc on verra bien si c'est vraiment la réalité derrière. Mais je suis assez confiant sur... Quand vous avez une news qui dit que quelque chose est retardé, assez confiant à chaque fois que c'est la vérité. Ensuite, nous avons AMD qui a donné plus de détails sur les Ryzen 7000 et notamment quelque chose que beaucoup de gens voulaient des précisions, c'est sur l'IPC. Dans un précédent slide, je vous rappelle qu'ils avaient donné l'indication que les processeurs AMD de prochaine génération auraient 15% de performance en single thread minimum en plus par rapport à l'ancienne génération. Et du coup, les gens étaient en mode, notamment moi, en mode ok, 15% c'est cool, mais si la fréquence a augmenté pas mal, ça veut dire que l'IPC, donc la vraie puissance brute, à la même fréquence, n'a pas augmenté beaucoup. Donc là, ils ont qualifié qu'elle a augmenté de 8 à 10%, ce qui est pas mal, c'est honnête. Et je rappelle que vous avez le fait que Zen 4 tournera à une bien plus haute fréquence. Alors en single thread, ça va passer de 5 GHz maximum boost à 5,5 sur les meilleurs processeurs. Donc c'est quand même confortable. Et c'est pour ça qu'on a cette augmentation de minimum 15%. Maintenant, ils l'ont dit en multitâche, là qu'ils vont avoir le plus gros gain parce que c'est là qu'ils ont augmenté le plus la fréquence. Par exemple, le 5950X, le processeur 16 cœurs, normalement, il tourne à 3,6 GHz si je me souviens bien. Et lui, il pourrait passer, apparemment, il serait prêt à passer sur tous les cœurs à du 5 GHz. Donc, c'est juste pour vous dire. Donc, basiquement, faire la même chose qu'Intel. Donc, c'est pour ça qu'on aurait une énorme augmentation des performances en multicœur, mais une augmentation plus raisonnable en single cœur. Ce qui n'est pas forcément un problème. Du coup, si vous faites le calcul, si vous sortez vos calculatrices et tout ça d'ailleurs, si vous partez du principe qu'il y a 5 à 10% de performance en plus à la même fréquence et que vous rajoutez le gain de 500 MHz en plus, donc en toute logique, hein, si vous tourniez à 5 GHz avant, augmenter à 5500, c'est une augmentation de 10%, oui. Donc vous rajoutez ça en plus des 8 à 10% et vous arrivez à peu près à 20% de performance en plus. Et du coup, si vous prenez un Ryzen 5000 et que vous rajoutez à peu près 20% de performance en plus, ça lui permet de se rapprocher énormément d'Alder Lake en puissance monocœur, donc sur un seul thread, mais pas tout à fait le dépasser. Et du coup, ça veut dire qu'Intel aurait toujours l'avantage. Après, tenez en compte, Intel est limité à 8 cœurs maximum, ce qui veut dire que 8 cœurs maximum haute performance, et ce qui veut dire que du coup, en multicœur, vous avez toujours un avantage avec AMD qui là utilise beaucoup plus de... utilise réellement jusqu'à 16 cœurs haute performance. Maintenant, l'avantage aussi qu'a Intel, c'est que par exemple le 6 cœurs, le 12600K, lui a 6 cœurs haute performance et je me souviens bien 8 cœurs haute efficacité énergétique, oui. Et du coup, ça lui permet d'avoir quand même une bonne augmentation de performance, même si c'est pas des cœurs hyper haute performance derrière. Donc en vrai, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire AMD, parce que s'ils sortent un Ryzen 5 avec toujours 6 cœurs, ça pourrait les désavantager toujours par rapport à Intel, même avec cette augmentation des performances en multicœur. Ils rattraperaient évidemment énormément, mais ce serait pas non plus ils n'auraient pas une avance confortable. Donc, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Maintenant, un truc aussi quand même qu'il faut tenir compte, c'est que du coup, les processeurs AMD restent toujours plus efficaces au niveau énergétique. Et ça reste un avantage, surtout pour AMD quand ils vont les sortir en version ordinateur portable, où là, avec le gain de fréquence, ils vont avoir des meilleures performances, mais ils seront toujours très bons au niveau consommation. Donc j'ai hâte de voir. On va avoir des trucs très intéressants. Là, vraiment, de ce que je vois avec ça, c'est que oui, AMD n'arrive pas à rattraper Intel, mais ça veut dire qu'Intel se bat plutôt bien en fait, et qu'on a une vraie bataille entre les deux. C'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas qu'il y en ait un qui domine l'autre. S'il y en a un qui domine l'autre, celui qui se fait dominer va avoir du mal. Donc il faut qu'ils soient toujours à peu près au même niveau. Il faut qu'ils se donnent des coups. Hein. Vous voyez, qu'ils soient en mode tiens, et qu'ils repassent l'un devant l'autre. C'est là qu'on aura les meilleurs prix, c'est là qu'on aura les meilleures performances, et c'est là qu'on aura le plus pour notre argent, tout simplement. Donc ouais. On a aussi une roadmap de tous les architectures qui vont sortir. Notamment, on a Zen 4 et on a Zen 4 avec du V-Cache qui arriverait en 5 nanomètres. Et en 4 nanomètres, on aurait un Zen 4C. Ok. Et puis après, vous aurez Zen 5 en 4 et 3 nanomètres. Il y a toujours un Zen 5 en V-Cache et un Zen 5C. Alors, c'est des slides officiels, hein, ça. Ce qui veut dire, selon moi,
de ce qu'on voit selon le slide, c'est que le V-cache ne va pas devenir standard sur les processeurs avant, en tout cas, plusieurs générations de processeurs ici. Parce qu'il y aura toujours un Zen 5 sans le V-cache. Ce qui est un petit peu dommage. Je me serais attendu à ce qu'ils le sortent sur tous les processeurs, parce que c'est le futur, de rajouter un cache directement stacké sur le processeur. Mais du coup, visiblement, c'est pas le cas, donc ma foi, on verra bien. Et aussi du côté des serveurs, d'ailleurs, au passage, on en parle un petit peu. Ils ont aussi annoncé que les prochains EPYC, basés sur Zen 4, qui sera l'architecture Genoa X, aura plus de 1 giga de cache L3, ce qui est énorme. Le cache, c'est juste une petite mémoire sur le processeur, normalement. Donc, il y en a, genre, sur beaucoup de processeurs, vous n'avez même pas plus de 20 mégas de cache dessus. 20 mégas, c'est rien. Là, vous aurez 1 giga de cache et même plus encore. C'est de la folie quand on y pense. Vous pourriez littéralement charger un véritable fichier en entier. Pas juste un petit bout de fichier. Vous pourriez télécharger l'entièreté d'un fichier et le traiter dans le cache. Du coup, les performances vont être incroyables. Une telle quantité de cache pour beaucoup de tâches professionnelles, ça va être juste excellent. Ils auraient jusqu'à 96 cœurs Zen 4, ce qui est encore une fois complètement de la folie, gravé en 5 nanomètres d'ailleurs. Donc, yep. Ma foi, si vous voulez un petit serveur pour un peu faire de virtualisation dans le futur, vous pouvez considérer ce processeur, qui à mon avis va coûter 10 000 $. Et enfin, toujours dans la même présentation, AMD a confirmé que RDNA 3.0, qui est la prochaine architecture au niveau carte graphique d'AMD, qui arrivera à peu près en même temps que l'RTX 4000, je rappelle, ou peut-être un peu après, aurait une efficacité énergétique de minimum, c'est bien un symbole minimum, 50% en plus. Ce qui est vraiment pas mal en réalité. Ça veut dire qu'il pourrait avoir 50% de performance sans augmenter la consommation. Donc vous pourriez avoir une RX 6700 XT ou plutôt une RX 7700 XT qui consomme autant que la 6700 mais qui est 50% plus performante, qui du coup dépasserait à mon avis elle rattraperait directement une RTX 3090, non, il me semble, en termes de performance, pas loin à mon avis. Donc c'est juste pour vous dire, donc vous auriez les performances d'une RTX 3090 pour une consommation de 200 watts, ce qui est vraiment bon comme consommation. Donc c'est assez marrant parce que quand on voit les leaks par rapport à Nvidia semble viser genre... Nvidia, ils sont en mode fuck it, on va mettre des centrales nucléaires chez tout le monde et ils vont avoir des cartes graphiques qui consomment 500-600 watts. Et puis vous avez AMD qui est en mode t'inquiète, on va augmenter l'efficacité énergétique tellement que en fait on aura quand même des très bonnes performances. Après, tenez compte que 50% de performance en plus, c'est vraiment pas mal, mais c'est possible qu'NVIDIA vise à aller encore plus haut pour mettre la concurrence à AMD et que du coup, ça ne suffise pas en fait. Et qu'ils soient obligés là, par contre, d'augmenter la consommation des cartes graphiques pour suivre NVIDIA. Donc on verra bien ce que ça donnera à ce niveau-là. Mais une chose est sûre, c'est plutôt prometteur. Et alors, c'est juste des slides AMD, mais les slides AMD de ces dernières années ont toujours été assez corrects. S'ils promettent quelque chose maintenant sur leurs slides, c'est qu'ils savent qu'au minimum, il y a vraiment une augmentation de 50% d'efficacité énergétique. Ils font assez bien attention à ne pas donner des fausses informations comme ça. Mais ils ne donnent pas non plus en échange du coup beaucoup d'informations. Forcément, comme ça, c'est plus simple pour eux. Donc, ouais. Et aussi, vous aurez des processeurs avec des cœurs RDNA 3.0 plus tard en 5 nanomètres. Et vous en avez déjà avec des cœurs RDNA 2.0 évidemment. Et plus tard avec des cœurs RDNA 4.0 même. Donc, yep. Ce sera le futur. Vous aurez toujours des chipsets graphiques intégrés dans les prochains processeurs AMD, ce qui devrait être intéressant en réalité pour certaines fonctionnalités. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. Et du coup, c'était à peu près tout pour ce Texamash aussi. Il n'y avait pas vraiment beaucoup plus de news cette semaine. C'était une news un peu calme parce que c'est toujours le cas à peu près vers cette période de l'année en réalité. Les annonces arrivent toujours juste avant l'été. On n'est pas très loin avant l'été, mais on n'est pas tout à fait encore avant l'été. Donc, yep, à mon avis, la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, on va avoir beaucoup plus de news. Donc, yep. Bien qu'on verra aussi, parce qu'au niveau hardware, on va pas avoir beaucoup de news avant certainement le mois d'août, vu que les cartes graphiques Nvidia sont retardées, que les processeurs AMD n'arrivent pas tout de suite. Même chose Intel, même chose carte graphique AMD. Donc au final, niveau PC, l'été va plutôt être calme.
Parfois, ça vous donnera le temps d'aller bronzer sur la plage. Comme ce que je vais faire parce que je vais partir en vacances. Je vais pas sur la plage, par contre. Est-ce que j'ai une tête à aller sur la plage? Est-ce que mon bronzage indique que je vais sur la plage? Non. Clairement pas. Mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'intro aussi vite. L'autre vite, c'est vite. Ciao.